Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir, Président. Une première question de Léopold. Quel est votre point de vue sur la situation en Syrie avec le renversement du régime, la prise du pouvoir par le groupe HTS et la fuite de Bachar al-Assad en Russie? Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire un petit peu dans des tweets. J'ai fait un tweet assez long qui a été assez lu, assez apprécié, qui a beaucoup circulé, où j'essaie d'être très très synthétique. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu parce que c'était dans un débat où j'avais pas beaucoup de temps de parole. C'était avant-hier sur la chaîne Israël 24 News, où j'étais face à des personnes qui défendaient bec et ongle la politique israélienne. Et moi, comme je l'avais dit la première fois où j'étais passé il y a un mois, il y a 500 à 700 000 juifs français en France. Il y a 5 à 7 millions de Français musulmans en France. Et puis il y a plus de 60 millions de Français qui ne sont ni juifs ni musulmans, dont je suis. Et donc un responsable politique français qui veut essayer de favoriser la paix civile doit avoir à cœur de ne pas importer en France le conflit israélo-palestinien. Voilà, c'est pour ça que personnellement, je fais très attention sur ce sujet extraordinairement délicat qui est la question du Proche-Orient, la question d'Israël, la question de la Palestine. Et la Syrie fait quand même partie évidemment intégrante de ça. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on me reproche parfois de faire des réponses trop longues. Qu'est-ce que je peux dire sur cette affaire syrienne ? Premièrement, le régime de Bachar el-Assad, qui était le fils de son père Hafez el-Assad, vous savez quand même 40 ans que la famille Assad était au pouvoir à Damas. Vous savez que ce sont des minoritaires, ce sont des alaouites, donc que l'on trouve au nord-ouest de la Syrie. Ce sont des musulmans alaouites, donc qui représentent, je crois, quelque chose comme 10-12% de la population syrienne. Et la Syrie est une mosaïque de peuples et de religions. C'est à la fois, vous avez des alaouites, vous avez des musulmans sunnites d'abord, vous avez des musulmans alaouites, vous avez des druzes que l'on trouve près du Liban, vous avez aussi des chiites, mais pas en grand nombre, mais quand même, et puis vous avez des chrétiens, à la fois des chrétiens catholiques maronites, je crois, et puis il doit y avoir aussi des chrétiens orthodoxes. Donc c'est une mosaïque de peuples. C'est un pays qui a un intérêt historique absolument exceptionnel. En ce moment, c'est la guerre, mais moi j'y suis allé il y a un certain nombre d'années. Oui, j'ose même pas dire quand est-ce que c'était au XXe siècle. Mais j'y étais allé au moment de la fête des Rameaux. Et dans les montagnes de l'Anti-Liban, c'est-à-dire qu'il y a au nord du Liban, eh bien, il y avait énormément de villages chrétiens. Et c'était des paysages quasiment bibliques, avec des fêtes, on se serait cru revenu au temps de la Bible. C'est un pays absolument admirable, où il y a eu toute une sédimentation de civilisation avec, vous le connaissez sans doute, la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas, Saint Paul donc qui se rend à Damas et d'un seul coup est converti, il poursuit le Christ, plus exactement les hérétiques qui suivent la parole du Christ. Le Christ est mort puis est ressuscité. Et il y a des communautés juives qui sont à Damas, et donc là Damas, le Saint Paul, enfin celui qui est à l'époque Saül de Tarse, va poursuivre les hérétiques chrétiens, et puis sur le chemin de Damas, eh bien, il se convertit à la religion du Christ. Voilà. Alors, je ne vais pas ici faire toute une histoire sur la Syrie. Il faudrait que je le fasse, d'ailleurs, sur François Asselineau TV, sur mon autre chaîne de télévision. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un seul coup, en fait, on a l'impression que comment s'appelle-t-il, Bachar al-Assad il avait été menacé. Ça faisait 13 ans qu'il avait résisté à la guerre civile fomentée avec des puissances étrangères, et puis il s'est effondré en 13 jours. Donc il y a un petit problème qui s'est passé quelque part. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire ? C'était une dictature, ça c'est sûr, ça, bien sûr, tout le monde le savait. Mais c'était une dictature, la dictature du parti Baas, parti laïque, justement, qui imposait une dictature assez féroce même, mais qui imposait justement le respect de toutes les communautés. Je l'ai dit moi-même, quand j'y étais allé, j'avais toujours été frappé. C'est exactement ce qui se passait en Irak du temps de Saddam Hussein. Donc c'était une dictature.
probablement également Bachar el-Assad qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Notamment, ça faisait 13 ans que son pouvoir était menacé. Au lieu de tendre la main à un certain nombre de ses opposants, au lieu de veiller à l'augmentation du niveau de vie de sa population, au lieu de faire preuve de souplesse avec le grand voisin du Nord, la Turquie et Erdogan, qui ne rêve que d'une chose, c'est de reconstituer l'Empire ottoman, donc de s'étendre, de reprendre la Syrie qui faisait partie intégrante de l'Empire ottoman, au lieu de suivre les conseils que lui donnait Poutine justement sur ce thème, eh bien, Bachar el-Assad s'est plutôt renfermé dans une espèce de tour d'ivoire très corrompu. Vous avez vu circuler, là, ces jours-ci, on voit son parc automobile. Il y avait des Lamborghini, des Ferrari, etc. Alors que la population, elle, avait quand même un niveau de vie qui s'était beaucoup affaissé. Et donc, il y avait un vrai problème de niveau de vie en Syrie, avec beaucoup de pauvreté. Et puis, Bachar el-Assad avait fini par virer au potentat oriental un petit peu inconscient des enjeux politiques, tablant sans doute sur le fait qu'il aurait toujours le soutien et de la Russie et de l'Iran et du Hezbollah, puisque donc le pouvoir de Damas était soutenu par ces trois grandes puissances, la Russie, l'Iran et le Hezbollah, le parti d'Allah qu'on trouve au sud du Liban, mais qui est en lien avec l'Iran chiite et qui ont été ceux qui ont soutenu la Syrie, notamment lorsqu'elle a fait l'objet d'attaques qui étaient fomentées en sous-main par qui a fait chuter en fait en ce moment, qui a fait chuter Bachar el-Assad. Les États-Unis, qui ne rêvaient qu'une chose, c'est de se débarrasser de Bachar el-Assad. 2, et en même temps que les États-Unis, Israël, qui ne rêvait que d'une chose, c'est de se débarrasser de Bachar el-Assad. Justement parce que le régime de Assad était celui qui permettait au Hezbollah d'avoir une espèce de base arrière dans un pays souverain, et puis également à l'Iran. C'était l'axe du mal, si l'on peut dire, vu depuis Tel Aviv. Donc il ne rêvait qu'une chose, c'est de faire chuter Assad. Et puis, il y a également un troisième larron, j'en parlais, c'est la Turquie, qui ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre une partie du territoire syrien et surtout aussi d'empêcher l'apparition d'un Kurdistan, c'est-à-dire un pays qui serait donné au peuple kurde, qui est un des peuples du Moyen-Orient qui est resté sans État, donc le Kurdistan qui se taillerait une grande partie de l'Anatolie orientale, c'est-à-dire de l'est de la Turquie. Et puis ajoutons-y encore un quatrième participant, qui est le Qatar, avec ses énormes ressources financières dues à ses énormes ressources gazières, et le Qatar qui a financé en sous-main les opposants à Bachar el-Assad, parmi lesquels il y avait les frères musulmans. Alors je vous renvoie à ceux qui ne le savent pas, allez sur ma chaîne à François Asselineau TV, j'ai fait 2 vidéos successives sur les liens qui existent entre les États-Unis d'Amérique et les fondamentalistes musulmans depuis très longtemps. À la fois le soutien aux frères musulmans, à la fois aussi le soutien à l'Arabie saoudite, au régime wahhabite, qui sont des régimes rigoristes. Je vous renvoie. J'en ai parlé d'ailleurs très vaguement, parce que j'ai commencé à me faire attaquer sur Israël 24 News, et donc j'ai cité 2-3 choses, ça a calmé le jeu tout de suite, quand ils ont vu que je connaissais mes dossiers. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de l'accord du 15-6 où Roosevelt a fait alliance avec le roi d'Arabie Saoudite, en fait, et que le royaume d'Arabie Saoudite a tenu depuis lors avec 40 000 soldats américains qui tiennent fermement la sécurité du royaume wahhabite, du royaume saoudien. Donc tout ça, ce sont les forces qui visaient, les uns comme le Qatar, à promouvoir les frères musulmans, parce que le Qatar, en fait, utilise ses richesses pour essayer de promouvoir l'islamisme dans le monde, y compris d'ailleurs en France. Vous savez que le Qatar a financé les mouvements des mosquées en Seine-Saint-Denis, dans certains territoires de la République, comme on dit, qui ont amené des responsables français du plus haut niveau à intervenir et à demander au Qatar d'arrêter. Le Qatar qui rachète par appartement d'ailleurs toute une série d'investissements en France. Donc ça, c'est l'influence du Qatar qui promeut l'islam fondamentaliste, et puis les autres, pour des raisons plus géostratégiques, qui sont donc la Turquie d'une part, et puis les États-Unis et Israël d'autre part. Donc ça, ce sont ceux qui voulaient faire chuter Assad. Ils y sont parvenus. C'est quand même une grande victoire, on peut dire, stratégique pour tous ces intervenants, et notamment
pour les États-Unis et Israël, et aussi pour la Turquie. Les grands perdants, en apparence du moins, c'est la Russie qui avait comme soutien, qui était le soutien massif de Assad, l'Iran, puisque comme je l'ai dit, l'Iran utilisait la Syrie comme base arrière pour le Hezbollah, et le Hezbollah. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que Assad est tombé aussi vite? D'abord parce que il se trouve que les trois soutiens de Assad sont fort occupés ailleurs. La Russie est quand même très occupée avec l'Ukraine, parce que lorsque la Russie a sauvegardé le régime de Assad lorsqu'il y a eu les déstabilisations en 2011, il n'y avait pas encore l'Ukraine, il n'y avait même pas eu le Maïdan. Donc la Russie avait sauvé le régime d'Assad alors qu'il n'y avait pas l'affaire ukrainienne. Maintenant qu'il y a l'affaire ukrainienne, les Russes donnent la priorité évidemment à l'affaire ukrainienne par rapport à l'affaire syrienne. Deuxièmement, en Iran, il y a quand même des troubles parce que le régime iranien connaît une forte opposition intérieure. Il ne faut pas dire que le régime des mollahs est totalement rejeté par sa population. Mais il y a, de ce que je crois savoir, de certains nombres de services de renseignement, on estime que si demain il y avait des élections libres en Iran, le régime actuel, le régime des mollahs, ferait aux alentours de 30-40% des voix, 30-35% des suffrages. Vous me direz, c'est toujours plus que Macron, c'est sûr. Enfin, c'est pas la majorité. Donc il y a une opposition croissante en Iran, justement, par rapport au régime des mollahs. Et puis quant au Hezbollah, là c'est conjoncturel. Le Hezbollah, il a été décapité à plusieurs reprises par Israël dans la foulée des attentats du 7 octobre 2023, la destruction de Gaza, et ensuite l'armée israélienne Tsahal s'est retournée vers le sud Liban où il y avait le Hezbollah. Donc le Hezbollah a été obligé de retirer ses soldats, ses troupes qui étaient en Syrie et qui protégeaient Assad pour les faire venir au sud Liban. Et donc en fait Assad a considéré qu'au même moment il y a eu une espèce de conjonction des planètes. Ces trois soutiens se sont effondrés. Voilà. Alors, alors tout ça, c'est des choses qui sont absolument avérées, voilà. Il semble aussi, d'ailleurs, qu'il y ait quelques conseillers militaires ukrainiens qui soient venus et donner un coup de main aux islamistes contre le régime de Assad à la demande, justement, des Américains. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a ceux qui ont gagné, le HTS, et Al-Jalani, qui est c'est un nom, il change de nom souvent, mais qui est le chef donc, de la rébellion victorieuse de ces islamistes. En fait, il avait créé il s'était taillé une espèce d'État. L'État syrien était déjà très, 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 très mal en point dans la ville d'Idlib. Et là, il avait créé un émirat. Un émirat où il avait imposé la charia, puisque c'est l'objectif de ce mouvement qui a pris le pouvoir à Damas. Et donc dans cet émirat, c'était la charia, les femmes voilées, les femmes avec un niqab ou avec la burqa, et puis séparation stricte entre hommes et femmes, et puis la position de la charia, etc. Enfin la fin d'une Syrie laïque à la française, voilà, ça. C'était le régime qui a été imposé à Idlib. Or, il se trouve que, depuis 3 mois, ce régime avait été allégé brutalement par les décideurs. Donc ça veut dire que depuis 3 mois, il se tramait quelque chose. Ça, c'est absolument certain. Ça veut donc dire aussi que, forcément, c'est ce que je disais l'autre jour sur Israël 24 News, forcément que la CIA, les services de renseignement syriens, le Mossad israélien, et puis le FSB russe, et puis certainement les services secrets également iraniens, tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. C'est pas tombé comme ça d'un seul coup. Ça veut donc dire que la Russie, parce qu'au bout du compte, certes le Hezbollah, certes l'Iran sont importants, mais celui qui avait sauvé le régime d'Assad, c'était la Russie. Ça veut dire que la Russie, Vladimir Poutine, a décidé de pointer le pouce vers le bas. Il a décidé de ne pas intervenir. Pourquoi est-ce que Poutine a décidé de ne pas intervenir ? D'une part parce qu'ils sont occupés vers l'Ukraine. D'autre part parce que il y a les bases. Il y a 2 bases russes en Syrie. Il y a l'Atakié qui est une base aérienne, et à Tartous, le port de Tartous, qui est donc une base marine russe, mais qui
avaient un peu perdu, enfin n'ont pas un intérêt finalement stratégique aussi important par rapport au fait de les ramener dans la région de la mer Noire et de la Crimée. Et puis surtout, alors c'est là où il y a un mystère, et moi je pense beaucoup à ce que c'est la bonne explication, c'est que je pense, alors là, je n'en ai pas de certitude bien entendu, mais je pense qu'il y a eu un accord au plus haut niveau entre le président élu des États-Unis, Donald Trump, et Vladimir Poutine. Et je pense que l'accord a dû être que les États-Unis vont arrêter la guerre en Ukraine et donc vont céder, parce que là, évidemment Zelensky là-dedans il fera ce que Washington dira bien entendu, même si on va dire le contraire, il faut tenir compte de l'avis de... Oui, bon, très bien. Donc en fait, Trump a d'ores et déjà certainement... Il a un émissaire qui s'appelle Kellogg qui a été chargé de faire la paix avec la Russie sur l'affaire ukrainienne. Donc je pense que les États-Unis, Trump a d'ores et déjà mis dans sa tête qu'il allait falloir que la Russie conserve et la Crimée et le Donbass, les républiques de Luhansk, de Donetsk, enfin les républiques du Donbass, avec des incertitudes qui seront celles qui feront l'objet des négociations. Est-ce qu'on va s'arrêter sur la ligne de front actuelle ou est-ce que c'est l'ensemble des régions qui vont être déférées, transférées, donc la souveraineté va être transférée à la Russie. Je rappelle que ces républiques, d'ailleurs, comme la Crimée, ont déjà été intégrées dans la Fédération de Russie en droit interne russe, même si ça n'est pas reconnu internationalement. En termes nationaux, c'est déjà intégré. Est-ce que la région d'Odessa va être également transférée à la Russie, puisque c'est également une région peuplée de russophones? Et voilà, ça fait partie de l'accord qui est actuellement certainement dans les tuyaux entre Washington et Moscou. Un accord où il y aura également de façon très importante l'interdiction à l'Ukraine rémanente, le reste d'Ukraine après avoir été retiré ces parties, le reste devenant un pays qui n'appartiendrait à aucun bloc, qui serait interdit d'entrer dans l'Union européenne et surtout dans l'OTAN. Voilà, sachant que, je crois en avoir déjà parlé une autre fois d'ailleurs, sachant qu'il y a des petits morceaux au nord-ouest de l'Ukraine qui pourraient être donnés, un petit morceau à la Roumanie, un petit morceau à la Hongrie, un petit morceau à la Pologne. Ce sont des revendications territoriales qui remontent il y a environ un siècle, au moment de la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Voilà. Et en échange de ça, eh bien, Poutine aurait dit « Maintenant, on se retire de Syrie, c'est à vous de jouer ». Voilà. Je trouve que c'est un scénario qui est assez intéressant à avoir à l'esprit, parce que je note que le même jour où on a appris que Bachar el-Assad s'enfuyait vers la Russie, le même jour, Trump a dit qu'il demandait un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Ça, c'est très important. Donc ça donne à penser qu'il y a eu un accord. De la même façon, d'ailleurs, que il y a eu ce changement de pied très étrange de Donald Trump lui-même au sujet de l'affaire de Notre-Dame de Paris. Vous savez que dans un premier temps, il avait fait savoir qu'il n'irait pas à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et dans un deuxième temps, eh bien, il a brutalement changé de pied en disant qu'il allait y aller. En disant Macron, c'est un type formidable et tout. C'est bizarre. Alors, il y a eu des spéculations sur les raisons de ça, mais en fait, je pense que la bonne raison, vous l'avez vu, c'est qu'il y avait Zelensky qui est venu aussi et que Trump a pu rencontrer Zelensky de nouveau. Et en présence d'une tierce personne qui est Macron. Et moi, j'aurais bien aimé être une petite souris, écouter ce qui s'est dit à l'Élysée entre ces trois personnes, sachant que Trump a d'abord rencontré Macron pendant, je crois, 3/4 d'heure avant l'arrivée de Zelensky. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que dans cet accord, dans cette réunion, où d'ailleurs il y a une photo des trois personnages où on voit quand même que c'est quand même pas la grosse ambiance, hein, ils font plutôt tous une tête un peu d'enterrement, enfin une tête de grande sévérité, c'est que je pense que Donald Trump a dit des choses pas très agréables. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Zelensky est sorti de là en disant c'était une réunion formidable, très intéressante. Et évidemment, il montait à 180 degrés. S'il a dit ça, c'est que c'était justement, à mon avis, c'est pris une avoinée. Ou plus exactement, Trump a confirmé ce qu'il voulait. C'est comme ça que je vois les choses.
Voilà. Et donc je pense que Trump va mettre un terme à ça, de la même façon que la Russie se retirant, eh bien, du Moyen-Orient laisse un petit peu la patate chaude aux autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? J'en sais rien. Moi, je suis assez convaincu que l'affaire ukrainienne va se régler très rapidement après le 20 janvier, lorsque Trump va arriver au pouvoir à Washington et qu'il va mettre en œuvre donc ce que je disais à l'instant. Je pense que les Russes ont déjà fort à faire avec avaler tout ça et puis organiser la paix et ne plus se mêler trop des affaires en Syrie. Mais que va-t-il se passer avec le nouveau régime ? Alors vous avez vu cette chose extraordinaire qu'en France, les médias nous ont expliqué que finalement c'était des islamistes modérés, raisonnables. J'ai vu que François Hollande, qui n'est jamais à une ânerie près, il se précipite pour la sortir. Il a dit que les premières déclarations de Al-Jalani, là, qui est le leader, et aller dans le bon sens, étaient encourageantes. Oui, bon, ça, il faut pas se moquer du monde. C'est quand même quelqu'un, le nouveau chef de la Syrie, c'est quand même quelqu'un qui a été au front Al-Nosra, celui dont Florent Fabius disait qu'il faisait du bon boulot, qui a été classé comme mouvement terroriste. Il a été également auprès de Al-Qaïda, de Daesh. Enfin, c'était des mouvements qui ont été responsables d'ailleurs des attentats du Bataclan à Paris. Donc c'est pas des gens tout à fait, c'est pas des mous, ce ne sont pas des gens très sympathiques. Et donc là actuellement ils adoptent, semble-t-il, une posture plus allante, plus modérée. Mais pourquoi ? Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent en fait ce sont des agents américains depuis le début. C'est sûr que les États-Unis sont derrière, comme de toute façon tous les mouvements islamistes. Voilà. Ce que d'ailleurs, j'en profite toujours pour rappeler pour les Français qui m'écoutent que à l'extrême droite française ou à la droite française, des gens comme Madame Sarah Knafo, Madame Marion Maréchal, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, qui passent leur temps à taper sur les mouvements islamistes, ne disent jamais ce que je dis, c'est-à-dire que derrière les islamistes, vous avez les États-Unis d'Amérique et souvent Israël. C'est comme le Hamas. Le Hamas a été financé par l'État d'Israël. Voilà. Pour créer une scission entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas était à Gaza, le Fatah était en Cisjordanie. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et les dirigeants du Hamas, au moment du 7 octobre, tout le monde le sait, ils étaient au Qatar. Le Qatar qui finance tout ça et qui finance aussi le mariage, le divorce plutôt de Nicolas Sarkozy et qui a ses entrées dans le tout Paris. Voilà. Il faut vraiment, comme disait De Gaulle, dans les mémoires de guerre, il disait « Vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples ». C'est une zone qui où le bon sens, parfois, paraît totalement dévoyé, parce que les alliances les plus improbables sont sur place. Alors, est-ce qu'on va avoir affaire à des faux islamistes qui, en fait, vont servir les intérêts supérieurs des États-Unis et d'Israël ? Ce ne serait pas la première fois, Bon. Est-ce qu'en revanche, on va avoir affaire à des nouveaux talibans ? Puisque je rappelle que c'était les États-Unis aussi qui avaient lancé, à partir de 1979, l'invasion soviétique en Afghanistan, qui ont commencé à financer les talibans en Afghanistan. Le djihad, c'est de là que vient en fait l'envol de tout l'islamisme mondial. Ça vient de là, lorsque les Américains ont financé ça. Et puis, la créature a échappé à ses maîtres. Voilà. Donc, est-ce que l'on va avoir des nouveaux talibans en Syrie ? On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va prévaloir de tout ça. Il est possible, moi tel que je verrais bien les choses, c'est que après avoir chassé Bachar el-Assad pour en fait affaiblir considérablement la Syrie, les mêmes qui sont derrière, c'est-à-dire la Turquie, les États-Unis et Israël, s'attaquent maintenant aux successeurs. Et d'ailleurs, quand j'étais à Israël 24 News, c'est ce qui m'a frappé parmi les gens qui étaient là. C'est qu'ils disaient, voilà, que c'était qu'ils refusaient ce que je disais quand ils sont très mal à l'aise parce que ce que je dis est vrai. Ils savent très bien que Israël et les États-Unis ont soutenu les islamistes. Mais contre Bachar el-Assad, une fois que Bachar el-Assad est parti, maintenant ils font se retourner contre ceux qui les ont soutenus. Voilà. Et là, c'est évidemment une cible en or d'avoir un émirat comme ça au milieu de la Syrie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Israël ? À peine Bachar el-Assad était parti, ils ont envoyé leur armée
dans la zone tampon du plateau du Golan. Et même, d'ailleurs, semble-t-il, d'après les dernières informations dont je dispose, il y a des chars qui ont commencé à aller au-delà de la frontière du cessez-le-feu entre Israël ayant mis la main sur le Golan et le reste de la Syrie. Au même moment, d'ailleurs, Israël a bombardé d'une façon extraordinaire tout l'appareil militaire syrien restant. Donc Israël a foncé, il a saisi l'occasion, et donc alors que le régime s'effondrait, la Syrie est un pays dont l'infrastructure militaire a été écrabouillée et défoncée. Donc pour Israël, c'est un moyen éventuellement d'avancer encore, éventuellement, peut-être, j'en sais rien, mais à envahir le sud de la Syrie. Ça serait conforme d'ailleurs au projet de Grand Israël, cher au cœur de l'extrême droite israélienne, avec monsieur le ministre, notamment Bezalel Smotrich, qui ne cesse que de parler du Grand Israël qui engloberait la Jordanie, la Syrie, l'ouest de l'Irak, et puis le nord de l'Arabie saoudite et l'est de l'Égypte, rien que ça. Mais il n'est pas exclu qu'Israël veuille se tailler, prendre des positions dans le sud syrien. La Turquie, à mon avis, qui occupait déjà une bande de tout le nord de la Syrie, va peut-être aussi vouloir avancer, essayer de prendre d'autres morceaux de la Syrie. Les États-Unis, dont je signale qu'ils sont au présent au nord-est de la Syrie, du côté de Deir ez-Zor, où il y a beaucoup de réserves en hydrocarbures, où d'ailleurs les États-Unis volent le patrimoine des Syriens, carrément, depuis des années, en fait. Ils pompent des hydrocarbures en Syrie, et puis ils l'exportent par l'intermédiaire de l'Irak, où les Américains sont quasiment chez eux, pour ensuite embarquer ça à leur profit. Donc les États-Unis vont sans doute renforcer leur pouvoir là-dedans, leur pouvoir là-dessus. Restera au centre une espèce d'émirat, je ne sais pas très bien ce que c'est. Alors il y a un risque évident, c'est l'effondrement de la Syrie comme État-nation, c'est-à-dire sa dislocation, son démembrement. Et il y a l'Arabie saoudite qui est intervenue et qui a fait savoir, il y a 48 heures, qu'il ne fallait surtout pas démembrer la Syrie. Ça veut donc bien dire que c'est à l'ordre du jour. Voilà. Je crois que j'ai été assez exhaustif, j'ai été trop long certainement, mais c'est quand même le grand sujet du jour. On va voir ce qui va se passer, mais il est sûr que c'est devenu encore une fois une zone de turbulence. Et finalement, peut-être que les Russes se sont dit, finalement, notre intérêt, c'est plutôt nous, on s'occupe de nos affaires, on va avoir obtenu nos buts de guerre. C'est d'avoir mis la main sur le Donbass. Je terminerai en disant que si les choses se passent comme je le dis maintenant, ça serait une façon, comment dire, élégante, si on veut parler d'élégance en la matière, qu'auraient trouvé Poutine et Trump pour sortir de ce guêpier ukrainien. Parce qu'un des problèmes qu'il y a, c'est que les États-Unis et l'OTAN reconnaissent leur défaite en Ukraine. C'est terrible, en fait. En fait, ça veut dire que l'OTAN a été battue par la Russie. Et évidemment, chez les faucons, c'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout, enfin, c'est ça, ou alors ceux qui ne comprennent rien ou qui sont des marionnettes manipulées, style Macron, Haddad ou Jean-Noël Barrot, enfin tout ça, ça compte pour rien. Mais chez un certain nombre de dirigeants, notamment américains ou de l'OTAN, c'est extrêmement dur à constater et à avaler que les États-Unis, l'OTAN, avec une coalition de 31 pays, aura été battu par la Russie, dont on nous a expliqué pendant 2 ans et demi qu'ils étaient obligés de dépecer des vieux frigos pour prendre des puces, et que par ailleurs, Vladimir Poutine était perclus de cancer et de maladies d'Alzheimer dans tous les membres de son corps. Alors pour avoir un narratif qui soit vendable aux populations occidentales, eh bien c'est un narratif, je verrais assez bien les médias expliquer qu'il y a eu un grand règlement et que finalement personne n'est gagnant et personne n'est perdant, que la Russie a subi une grande défaite en Syrie, c'est d'ailleurs ce qu'on lit dans la presse, et puis qu'on dira, il y a eu les États-Unis, l'OTAN ont connu un revers en Ukraine, ils ont connu une avancée au Moyen-Orient, et donc finalement on présentera ça, le paquet cadeau, aux populations occidentales sur le thème. Il n'y a pas eu de défaite stratégique des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN face à la Russie. Voilà. On verra la suite.